Il est 21h30 à Nouakchott. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Coup d'envoi à partir de la Muqata'a de Mboud dans le Gorgol des activités du projet d'appui à l'enseignement originel pour l'année 2013. Les ministres de l'Habitat, de l'Équipement et de l'Hydraulique s'informent sur l'avancement de certains projets dans la wilaya du Guidimara. De nouvelles infrastructures d'approvisionnement en eau potable au profit de certaines localités du Guidimara. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et comme je le disais tout de suite dans les titres, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed El Bouaylil, accompagné du chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, le général de brigade Ndiaga Dieng, du directeur général de la Sûreté nationale, le général de brigade Ahmed El Bekrin, et du directeur général des douanes, le général de brigade Daoul Hamadi Oulmami, a effectué aujourd'hui une visite au poste frontalier situé au kilomètre 55 au nord de la ville de Nouadhibou. La délégation ministérielle s'est informée sur les conditions de travail des services frontaliers au sein du commissariat frontalier de police, de la brigade de gendarmerie et du bureau des douanes. Reportage de Melika Naqli. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le chef d'état-major de la gendarmerie, le directeur général de la Sûreté nationale, le directeur général de la douane, ainsi que plusieurs responsables administratifs et sécuritaires ont pris part à la réunion tenue au niveau de la wilaya sous le thème « La sûreté de la zone franche de Nouadhibou ». Dans ce cas, le ministre et la délégation qui l'accompagnait ont effectué une visite au port autonome de Nouadhibou, visite au cours de laquelle ils ont reçu d'amples explications quant aux capacités du port et à la nouvelle extension de 660 mètres du quai et qui est d'une profondeur de 80 mètres. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed El Bouaylil, accompagné notamment par le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, du directeur général de la Sûreté nationale, du directeur général de la douane, ont rendu visite à la brigade de gendarmerie et au commissariat spécial de police afin de s'informer du rôle qui leur est dévolu et des efforts déployés au niveau sécuritaire. Par la suite, la délégation a visité la zone industrielle de Nouadhibou, connue localement sous l'appellation de Bountia. Ils ont également visité le Cap Blanc, situé à quelques kilomètres de la ville. Cette tournée a également permis de s'enquérir des efforts déployés par les brigades de la sûreté de la police, de la gendarmerie et du bureau des douanes au niveau de la zone frontalière avec le Royaume du Maroc frère au PK 55. La délégation a ainsi pu recevoir d'amples explications sur les mesures sécuritaires prises. De son côté, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould-Neini, a supervisé hier à Mboud, dans le Gorgol, le démarrage des activités du projet d'appui à l'enseignement originel pour l'année 2013. Les activités du dit projet résident dans l'enseignement du Saint-Coran, la présentation de cours sur la foi, le hadith ainsi que la sira sur la langue arabe et l'instruction civique. Compte rendu, Cheikh Nasher Saadbou. Le lancement des activités des projets d'appui à l'enseignement originel pour l'année 2013 à partir d'Mbout traduit le souci de l'État d'axer l'action des pouvoirs publics sur les habitants du triangle de l'espoir dont cette Muqata'a est partie intégrante. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre a loué le grand succès de ce projet réalisé au cours de l'année précédente. C'est ainsi qu'il s'est préoccupé des populations de l'ensemble du pays et notamment de celles de la vallée. Il a réaffirmé dans ce cadre que cet intérêt concrétise l'attention qu'accorde le président de la République à la chose publique en général et les zones les moins favorisées en matière d'enseignement en particulier. Les efforts du ministère poursuivent le Néni portent sur la construction des mosquées, leur équipement, la multiplication de classes d'alphabétisation et la création de mahadra, dont l'objectif est d'instruire et d'orienter les populations du triangle de l'espoir pour les préparer à prendre part activement au développement du pays. Le premier adjoint au maire a quant à lui mis en exergue l'importance que le président de la République accorde au triangle de l'espoir et sa réhabilitation après être resté longtemps marginalisé. Les imams dans cette localité ont pris la parole pour louer cette initiative qui vise à enseigner le Saint-Coran
et la présentation des cours sur la foi, le hadith, ainsi que la sira du prophète, paix et salut sur lui. À noter que l'objectif de ce programme est de contribuer à la réussite de ce projet et à poursuivre le rôle qu'ont joué les ancêtres connus pour la propagation du message de l'islam, de la tolérance et de l'équilibre qui sont devenus des exemples à suivre en matière de vertu. Et nous allons à présent au Hawd al-Sharqi où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a tenu une réunion avec les élus de cette wilaya, une réunion donc consacrée aux perspectives de développement du Hawd al-Sharqi. La réunion donc était également l'occasion pour le ministre d'informer ses interlocuteurs sur les nouvelles politiques de son département. Yahya Bokar a fait savoir qu'il s'agit donc d'une première réunion et que d'autres auront lieu au niveau de l'ensemble des wilayas dans le but d'identifier les besoins et les priorités des populations. Et je vous le disais également dans les titres, les ministres de l'Habitat, de l'Hydraulique et de l'Équipement ont visité aujourd'hui à Célibabi des projets en cours d'exécution. Et parmi ces projets, l'école de santé publique de la ville de Célibabi. À cette occasion, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a invité les entreprises à respecter leurs engagements. Reportage de Moussa Ndiaye. Après les étapes du Hawd al-Gharbi, Asaba et Brakna, la quatrième étape de Célibabi a été marquée par la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Yahya Bokar, des différents chantiers qu'exécute son département, en l'occurrence les chantiers de l'École nationale de la santé publique de Célibabi. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la campagne d'accélération des chantiers de l'État mauritanien afin que les entreprises puissent respecter leurs engagements. Les entreprises qui bénéficient de la confiance de l'État pour signer un marché doivent comprendre que dorénavant, il ne sera admis aucun retard et aucun défaut dans l'exécution des ouvrages de l'État. Nous ne faillirons pas à ces instructions que nous avons reçues et nous prendrons les dispositions pour que les représentants de l'État dans la wilaya soient au quotidien à côté des entreprises pour vérifier qu'ils s'acquittent de leurs engagements. Sinon, nous serons dans l'obligation de prendre des mesures parce que nous sommes chargés de défendre l'intérêt de l'ensemble des Mauritaniens. Tout retard coûte énormément à la collectivité. Il n'y a pas que les intérêts de l'entreprise, il y a aussi les intérêts de l'État. C'est pour ça que j'invite l'ensemble des représentants de l'État dans la wilaya à nous accompagner dans la politique de suivi au quotidien pour que les chantiers de l'État se terminent comme il est prévu dans le cahier des charges. Il est à noter que cette structure sanitaire se compose de 6 salles de classe, une bibliothèque, une direction, un bâtiment de laboratoire, un bâtiment de travaux pratiques et plusieurs autres aspects liés au renforcement de l'École nationale de la santé publique de Célibabi. Nous restons donc à Célibabi. La ville va bientôt bénéficier d'un plan directeur qui servira de référence pour la réalisation du projet d'extension de la capitale du Guidimara. Et là aussi, le ministre de l'Habitat, accompagné de ses homologues de l'équipement et de l'hydraulique, a visité le site réservé à cette extension. Retour à Moussa Ndiaye. Du projet d'extension et de modernisation de la ville de Célibabi était la deuxième étape de cette visite qu'effectue M. Yahya Bokar dans la wilaya de Guidimara en compagnie de ses deux collègues de l'équipement et des transports, de l'hydraulique et de l'assainissement pour s'informer sur le déroulement des travaux de certains projets relevant de son département. Le programme du projet d'extension et de modernisation de la ville de Célibabi se compose d'un nouveau plan directeur de la ville, d'un nouveau plan de lotissement, d'un nouveau plan de voirie urbaine, d'un nouveau plan de réseau pour l'approvisionnement en eau potable et d'un nouveau plan de réseau d'électrification de la ville de Célibabi. On va lancer un plan directeur, un nouveau plan directeur pour l'ensemble de la ville, tenant compte aussi de ce site sur lequel nous sommes, ça veut dire le quartier qui va servir de modernisation de la ville de Célibabi et qui va totalement s'intégrer à l'ancienne ville. Il y a plusieurs paramètres qui vont être pris en compte. Il y a le réseau d'eau existant. Qu'est-ce qui sera fait après le plan directeur? On ne peut pas l'affirmer aujourd'hui. Il faut attendre le plan pour voir quelles sont les adaptations qui seront nécessaires.
Il y a des routes à dégager. On ne peut pas le dire aujourd'hui. Il faut attendre le résultat du nouveau plan directeur. C'est fort de ce nouveau plan, avec tous les critères, avec toutes les normes, que l'on pourra restructurer, moderniser l'ensemble de la ville de Seydi Babil. Les gens qui éventuellement, au terme de l'étude, pourront être victimes ou pourraient demander des compensations, cette zone dans laquelle nous sommes est indiquée pour cela. Nous sommes dans une zone de recasement ici. Les compensations pourraient bien se faire ici, en tenant compte y compris des valeurs qui étaient les leurs dans le site initial. Donc c'est pour ça que nous demandons patience à l'ensemble de la population plutôt que de se précipiter et de faire encore une fois des rustines, de faire un travail professionnel. Et Seydi Babi va passer peut-être de la ville qui aujourd'hui n'a pas encore bénéficié des routes bitumées, comme toutes les autres de Mauritanie. Ils vont prendre de l'avance parce qu'ici on va faire un nouveau plan. Les techniciens de ce projet ont présenté à la délégation ministérielle des explications détaillées sur les modalités pratiques pour l'exécution du projet. En réponse, M. Bayahia Bouakar, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, a donné des instructions fermes pour le respect des délais d'exécution, tout en demandant aussi le respect des normes techniques qu'exige ce projet. D'autres réalisations au profit des populations du Guimara, à savoir des infrastructures hydrauliques. La première pierre de ce projet a été déposée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans le village de Kalignoro. Mohamed Emin Bakar. Par la pose de cette première pierre, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a donné à partir de la localité de Kalignoro, dans la wilaya du Guidimacha, le coup d'envoi de la réalisation d'infrastructures hydrauliques au profit des populations de Willianger, Kalignoro, Chelkheturo et Chelkhet-Dakhn. Le coût de l'infrastructure, environ 200 millions d'ouguiya, provient d'un financement conjoint de l'État et de son partenaire, le FADES. Quant à l'exécution du projet, il est assuré par l'Agence nationale d'accès universel. Son directeur général dira à cette occasion que cette réalisation vient s'ajouter aux nombreux projets de développement actuellement en chantier dans diverses zones du pays. Le maire de Bouli et le chef du village de Kalignoro ont exprimé tour à tour leur satisfaction pour la réalisation de ce projet qui permettra, ont-ils dit, d'offrir de l'eau potable aux populations et de contribuer par ailleurs à dynamiser les activités génératrices de revenus. En marge de la cérémonie, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité le champ qui alimentera les localités bénéficiaires en eau potable. Mohamed Emin Laboui a aussi visité le forage de Hassi Chegar. Et ici, à Nouakchott, des journalistes de la presse publique et privée ont participé aujourd'hui à un atelier de renforcement des capacités des journalistes en matière de droits de l'homme. L'atelier du journée était organisé par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Diakité Mustafa. Au service de la protection et de la promotion des droits de l'homme, les journalistes agissent pour la démocratie, pour le dialogue et pour la cohésion sociale. Ainsi, le quatrième pouvoir constitue une ossature de la gouvernance démocratique et du droit à l'information. C'est pourquoi, à travers cette rencontre, les organisateurs entendent renforcer le rôle des journalistes sur les questions liées aux droits de l'homme et ce, en vue de mener les investigations et les reportages fondés sur cette approche. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a indiqué qu'en faisant la promotion des droits de l'homme, les journalistes appuient l'effort démocratique dans le pays à un moment où il n'existe plus de détenus d'opinion et où les entraves à la liberté d'expression ont été élevées. M. Rassoul Khal a en outre précisé que le respect des droits de l'homme est le prélude à tout discours sur la promotion sociale, car, dit-il, l'homme libre jouissant de tous ses droits est le seul à pouvoir participer efficacement à l'œuvre de développement. Et pour les journalistes, la tâche est tout autre, car immense et complexe. Votre contribution est nécessaire pour relever les défis relatifs aux droits de l'homme qui s'observent dans le pays, où le contexte est marqué aujourd'hui par une volonté politique exprimée au plus haut niveau de renforcer le régime national de protection des droits de l'homme, où les préoccupations en matière de droits de l'homme intègrent de plus en plus la formulation des politiques publiques et où la société civile est encore en quête d'espace d'expression plus libre.
La réponse à ces questions réside dans les différentes communications qui seront présentées et qui feront certainement de ces journalistes des éducateurs des droits de l'homme. Nous allons aborder un sujet très important, c'est le journaliste et les droits de l'homme. Vous savez, c'est une question qui est très importante en termes de couverture, notamment parce que ça demande d'abord aux journalistes certains préalables. Il faut d'abord une certaine connaissance de la culture des droits de l'homme. La culture des droits de l'homme, c'est transversal. Il y en a au niveau international avec les différents traités, les conventions internationales, à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, jusqu'aux conventions ratifiées par la Mauritanie. À partir de cette information qu'il donne, les réactions peuvent être rapides pour pouvoir corriger toute erreur de droits de l'homme, pour pouvoir informer à juste titre sur tout ce qui concerne les droits de l'homme. Raison pour laquelle nous pensons que le droit de l'homme sans journaliste, ça ne peut pas se faire. Informer, droit à l'information, le tout se conjuguant avec la notion des droits de l'homme, l'atelier se veut structurant et ouvre de nouvelles bases pour le journalisme mauritanien de demain. Des pommes de terre made in Mauritanie sont désormais disponibles sur le marché. Une première quantité de 20 tonnes produite à Kankossa dans le périmètre pilote du Centre national de recherche agronomique relevant du ministère du Développement rural a été acheminée à Nouakchott. La culture de cette variété de légumes s'inscrit, selon le secrétaire général du ministère du Développement rural, dans la politique de diversification des cultures, particulièrement les pommes de terre. L'Agence nationale pour les études et le suivi des projets s'apprête à organiser une rencontre nationale avec l'ensemble des compétences nationales se trouvant à l'étranger. L'événement aura lieu fin décembre 2013 et ce dans le cadre de la nouvelle politique suivie par cette agence. Et justement, pour discuter sur ce sujet, nous avons avec nous sur ce plateau M. Mohamed Ali Oussidi Mohamed, directeur général de l'Agence nationale de l'étude et de suivi des projets. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci donc d'être avec nous sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez d'abord nous faire une brève présentation de votre agence? Bien sûr, l'Agence nationale pour les études et le suivi de projets est un établissement public à caractère industriel et commercial. Et il a été créé, il est né de la ferme volonté politique d'accélérer l'exécution des projets publics viables et d'impulser les investissements. Et il doit jouer certainement dans l'avenir un rôle majeur dans la mise en œuvre des programmes d'investissement public et contribuer activement à atteindre un certain nombre d'objectifs. Parmi ces objectifs, l'amélioration de la qualité des études et de la supervision et du suivi des projets, le renforcement des dispositifs de conception, de formulation et de préparation des projets, le développement d'une expertise nationale dans le domaine des études et du suivi des projets, l'accroissement de l'efficacité et de l'efficience des dépenses publiques et d'investissement, l'amélioration de la capacité nationale d'absorption des ressources, le développement du partenariat public-privé et l'émergence d'un modèle de développement basé sur la transparence et la bonne gouvernance économique et sociale. Telles sont les raisons qui ont fait la création de cette agence en 2009 par M. le Président de la République. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire donc quelles actions concrètes l'agence a déjà entreprises pour mettre justement à profit l'expérience et la compétence de nos compatriotes qui sont basés à l'étranger? Tout à fait. Effectivement, la rencontre aura lieu le 29 et le 30 décembre prochain. Certains diront que c'est assez loin. Non, c'est pas loin parce que c'est juste 10 mois. Et 10 mois, c'est à peine nécessaire et suffisant pour organiser ce type de rencontre. Et l'idée, donc, cette rencontre aura lieu sous le haut patronage du président de la République et est motivé par un certain nombre de raisons, parmi lesquelles le nombre important de compétences que nous avons à l'étranger, qui sont dans des spécialités de pointe, qui sont dans des institutions internationales, financières, ils sont des ingénieurs, ils sont dans les techniques très avancées, ils sont des hommes d'affaires, ils sont des économistes, ils sont des juristes, et ils sont dans des positions stratégiques, dans des agences internationales, dans des compagnies de renommée, et ils ont des relations importantes là où ils exercent. Et surtout, ils ont la ferme volonté de contribuer dans l'opération de développement national. Et ils veulent aussi préparer les retours progressifs dans les pays. Et donc, il y a lieu de mettre en place des liens avec les expertises nationales et internes
Et j'ai donc convié toutes ces compétences nationales à l'extérieur de participer à cette rencontre qui aura lieu le 29 et le 30 décembre prochain. Et nous avons un email que je me permettrai de dire, c'est info@anes.mr. Vous répétez? info, agence nationale pour les études et le suivi des projets.mr. Voilà. Alors, dernière question, donc, Monsieur le Directeur. Donc, il s'agit donc d'un vivier de compétences. Quel impact pensez-vous qu'il aura justement, qu'il pourrait avoir sur le plan économique et sur le développement du pays en général? Énorme, énorme. Premièrement, c'est l'amélioration de la qualité des études et des projets. L'économie encore sur le coût de ces études. La diminution des délais que prennent en général l'exécution de ces études, la formation d'une expertise nationale pour la confection de ces études, la création d'emplois de très haut niveau pour les ingénieurs, pour les docteurs, pour les experts, pour les financiers, pour les juristes, pour les cadres de la communication sur place, et donc d'un transfert de savoir dont le pays a besoin. Ceci va permettre la création d'un label national dans le domaine des études et ça n'a pas de prix. Ça rentre dans le cadre de la souveraineté nationale, je dirais. Et donc c'est un retour des cerveaux, si on peut dire. C'est tout ce que nous espérons. Alors merci beaucoup d'être venu donc sur ce plateau. Merci d'avoir édifié donc nos téléspectateurs donc sur le but de cette agence. Et donc je rappelle que vous êtes Monsieur Mohamed Ali ou Sidi Mohamed, directeur général de l'Agence nationale de l'étude et de suivi des projets. Merci. Le Palais des Congrès a abrité hier soir les travaux du deuxième congrès de l'Association des anciens parlementaires de Mauritanie. Les travaux ont été sanctionnés par l'élection du bureau de l'association qui comprend un président, Sidi Mohamed Ould Abdelrahman, des membres, Sidi Ould Dahi, Abdallahi Salim Ould Ahmedoua, Mohamed Mahmoud Ould Hamakhatta, et dans un mot prononcé pour la circonstance, le président a affirmé que l'association veillera sur les intérêts moraux et matériels des anciens parlementaires, défendra leurs droits et œuvrera pour renforcer les liens de fraternité et d'amitié existants entre eux en leur offrant un cadre approprié leur permettant d'organiser des rencontres et des réunions à caractère culturel, scientifique et social. À la fin des travaux de la conférence, une motion de soutien au président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a été lue. L'actualité internationale dans ce journal, marquée par la réélection de Khaled Meshal à la tête du bureau politique du Hamas pour un mandat de 4 ans. C'était à l'issue de la réunion du bureau politique et de la direction du Conseil consultatif général du Hamas qui s'est tenue au Caire. Le nouveau président du bureau politique s'attellera durant son nouveau mandat à réaliser la réconciliation palestinienne et à faire face aux politiques israéliennes d'occupation des terres palestiniennes. Et en Centrafrique, un début de normalisation était perceptible aujourd'hui à Bangui. La situation reste tout de même précaire alors que le gouvernement traverse quelques turbulences à la veille du très attendu sommet de N'Djamena sur la Centrafrique. Sur le plan politique, le gouvernement a connu son premier accroc avec l'annonce de la coalition de l'opposition qui suspendait sa participation au gouvernement d'union nationale. Des représentants du parti du Premier ministre Tiangai, mais aussi du mouvement de libération du peuple centrafricain, principal parti d'opposition, ont signé ce document affirmant agir au nom de leur formation. Et les nouvelles autorités, en l'occurrence le président Michel Djotodia, issu de la rébellion, comme le Premier ministre Nicolas Tiangai, représentant de l'opposition, avait appelé à une reprise ce mardi de l'activité administrative et économique. La Corée du Nord a annoncé son intention de redémarrer un réacteur nucléaire arrêté en 2007, et ce, malgré les résolutions de l'ONU lui interdisant tout programme atomique. Ce réacteur était la seule source de plutonium pour le programme nucléaire militaire du Nord, qui en disposerait encore suffisamment pour produire entre 4 et 8 bombes. Rétif aux injonctions répétées des États-Unis et de la Corée du Sud, le régime nord-coréen a multiplié les annonces et les actes de défi depuis le lancement réussi en décembre d'une fusée considérée par l'Occident comme un tir d'essai de missiles balistiques, puis un troisième essai nucléaire en février. Objet de nouvelles sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Corée du Nord n'a pas désarmé. Au contraire, elle a annulé l'armistice signé avec Séoul et s'est déclarée en état de guerre avec le Sud, 60 ans après la fin de la guerre entre les deux Corées. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, comme toujours, le rappel des titres.
Coup d'envoi à partir de la Moqata'a de Mboud dans le Gorgol des activités du projet d'appui à l'enseignement originel pour l'année 2013. Les ministres de l'Habitat, de l'Équipement et de l'Hydraulique s'informent sur l'avancement de certains projets dans la wilaya du Guidi Maqal. De nouvelles infrastructures d'approvisionnement en eau potable au profit de certaines localités du Guidi Maqal. Merci d'être resté avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.